Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je commence tout de suite avec le second tome de la BD Emma et Capucine, 1er d'août de Jérôme Hamon et Lena Sayafoum. C'était une très bonne lecture, toujours aussi sympa que le premier tome. Les illustrations sont vraiment géniales. Le fait qu'on ait l'histoire séparée des deux sœurs est très intéressante. Leur évolution est super à découvrir et j'ai hâte de connaître la suite. Je vous présente maintenant le premier tome de la trilogie Les Frères O'Neill, la danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est une excellente romance de Noël. On va rencontrer ici une jeune femme qui travaille dans le marketing et qui va devoir se rendre dans une station de sport d'hiver pour essayer de redresser la barre un petit peu de l'entreprise familiale. C'est un livre doudou et si vous aimez les téléfilms de Noël qui passent sur TF1 ou sur M6, vous allez adorer ce roman. C'est simple, c'est prévisible, c'est caricatural, mais c'est exactement ce que je voulais pour une romance de Noël. Comme je vous l'ai dit, c'était une très bonne lecture et j'ai vraiment hâte de découvrir les tomes 2 et 3 qui seront sur le second frère et le troisième frère du personnage masculin principal de ce premier tome. J'ai vraiment hâte de découvrir leurs aventures et les autres habitants de Snow Crystal. Je vous présente maintenant Dévasté, le premier tome de la série Ethan Frost de Tracy Wolff. On va rencontrer ici une jeune femme qui vient de sortir de l'école et qui fait un stage dans une entreprise. Elle veut devenir juriste et donc elle a un poste de juriste dans cette entreprise pour les vacances. On comprend assez rapidement qu'elle a un passé assez sombre, mais on n'a pas toutes les informations pour comprendre ce passé dès le départ, même si à mon sens c'était assez prévisible. J'avais pas non plus tout deviné parce que c'est quand même assez énorme ce qui lui est arrivé. Évidemment, elle va tomber amoureuse, en tout cas tomber sous le charme du patron de la boîte dans laquelle elle travaille. C'est un scénario classique, on va dire, pour ce genre de romance érotique. Bon, il y a deux choses qui m'ont vraiment profondément dérangée, c'est le titre et la couverture. Je ne comprends pas pourquoi les auteurs pour le titre, à moins que le titre ait été retravaillé par l'éditeur, je ne comprends pas pourquoi on choisit toujours de mettre le nom du personnage masculin en avant. 50 nuances de Grey, la série Crossfire, Ethan Frost en l'occurrence, alors que le personnage principal n'est pas du tout l'homme mais plutôt la femme. Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette couverture? Je trouve ça vraiment stéréotypé et c'est trop marketing. Et le problème de ce marketing, c'est que justement les gens qui pensent ces couvertures, qui réalisent ces couvertures, les réalisent pour toucher une cible qui est la femme hétérosexuelle d'une trentaine d'années, 35 ans maximum, et je trouve ça pas normal. En dehors de cet aspect visuel, marketing et simplement du titre, la fin est incroyable, je ne m'y attendais pas et franchement je suis restée sur le cul. J'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de la colocataire de Chloé, donc qui est le personnage principal, mais Ethan, donc le personnage principal masculin, est absolument génial. Il a rien à voir avec les autres personnages que j'ai pu rencontrer jusqu'ici dans les séries érotiques. J'ai vraiment hâte de lire la suite pour découvrir où toute cette histoire va mener nos personnages. J'ai ensuite lu Dis-moi si tu souris de Eric Lindstrom. Et là, je vous avoue que j'ai été assez déçue par ma lecture. Le prologue était prometteur et il y a quelques scènes qui sont assez émouvantes, mais j'ai été complètement de marbre face à cette histoire. Pour rappel, on rencontre une jeune fille, une ado qui est au lycée, je crois, qui est aveugle et qui... on va la suivre dans son quotidien, un petit peu comment elle se débrouille à l'école, dans sa famille, etc. Il lui est arrivé... donc, déjà, le fait qu'elle est aveugle, ben voilà, c'est dû à un accident, hein, c'est pas génétique. Donc déjà, ça, c'est voilà, un accident dans lequel elle a perdu sa mère en plus. Et son père est décédé quelques mois plus tôt, pendant l'été. Là, c'est la rentrée et son père est décédé pendant l'été. Donc ça, on le sait dès le début, hein, je vous spoil rien. C'est quand même assez émouvant et je veux dire, c'est censé être waouh, la pauvre quoi. Et en fait, ben, j'ai pas forcément réussi à accrocher à l'héroïne. Et pourtant, elle avait tout pour me plaire. Je veux dire, elle est pas niaise, elle se plaint pas tout le temps, elle rebondit justement, elle essaye d'être forte. La plupart des personnages sont très très sympas, mais la fin est trop ouverte pour me satisfaire. Moi, j'aime bien ne pas avoir besoin de réfléchir ou de m'imaginer je ne sais combien de scénarios. J'aime bien quand l'auteur met un point final à son histoire et nous dit, voilà, ça se termine comme ça. Elle en est là, lui, il en est là, elle, machin. Enfin, voilà, j'ai besoin vraiment que ce soit carré. C'était vraiment une lecture... bof. J'ai ensuite lu Échanger, le premier tome de la série Trill de Amanda Hawking. C'était une excellente lecture, j'ai vraiment
adoré ce roman. Le scénario est plutôt classique. On va rencontrer ici une jeune fille qui va découvrir un univers dont elle ignorait complètement l'existence et elle va se rendre compte qu'elle est elle-même loin d'être normale et bien évidemment elle va tomber amoureuse d'un garçon qui lui est issu de cet univers. C'est effectivement un scénario classique, mais l'innovation de ce roman, c'est la mythologie et les créatures que l'auteur a choisi de nous présenter. J'ai trouvé ça vraiment génial de découvrir tout un nouvel univers et toutes ces créatures vraiment incroyables, même si on manque un petit peu d'informations sur l'origine des trilles. Les personnages sont vraiment très sympas. On a un petit bonus à la fin qui nous donne le point de vue d'autres personnages sur un moment du récit. J'ai trouvé ça vraiment très très bien, mais je trouve que ça spoil un petit peu trop la suite des événements. Tout n'est pas clairement dit, mais si on y réfléchit 2 secondes, je trouve que c'est présenter trop de personnages qui vont certainement arriver dans les tomes suivants et dont l'identité du coup reste moins mystérieuse que ce qu'elle devrait être. J'ai ensuite lu L'Exil, le premier tome de la série Kayla Marshall de Estelle Wagner. Et alors là, attention, coup de cœur. Dans ce roman, tout est assez prévisible, mais ça m'a pas empêché de l'adorer. Rien que la couverture, elle est absolument sublime, comme tous les livres édités par la maison d'édition du Chat Noir. L'histoire se déroule à Nancy, donc c'était relativement facile pour moi de m'immerger à l'intérieur de cette histoire. Les décors sont plutôt familiers. Le personnage principal est génial, elle est déterminée, hilarante et maladroite. La mythologie créée par Estelle Wagner est absolument incroyable et très riche, et surtout l'auteur prend le temps de tout nous expliquer. Évidemment c'est un tome 1 donc certaines questions restent sans réponse, mais il reste je crois 2 tomes à l'auteur pour nous expliquer un petit peu tout ça. C'est un univers absolument addictif et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette histoire. Je vous parle maintenant de Point Cardinal de Léonore de Recondo, et là encore c'est un coup de cœur. Je préfère vous prévenir tout de suite, la 4e de couverture est assez trompeuse. Dans celle-ci, on nous explique que le personnage principal masculin va changer de sexe donc, et que sa femme le supporte dans cette démarche et va tenter de faire accepter cette transformation à son entourage. En fait, c'est pas vraiment ça l'histoire. On va effectivement rencontrer donc un personnage masculin qui va décider de changer de sexe, mais tout l'aspect, sa femme le soutient et va faire en sorte que la famille l'accepte, etc. Ça, c'est pas vraiment présent. Du coup, j'ai été un petit peu déstabilisée au début parce que je m'attendais à lire autre chose, mais j'ai rapidement plongé dans le récit. Le transgenre et le changement de sexe, c'est un sujet qui est malheureusement encore tabou pour beaucoup de personnes, une majorité de personnes dans notre société. Et Léonore de Recondo réussit le pari de nous parler de ce sujet avec une justesse dans la description des sentiments qui est absolument bouleversante. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Je vous garantis que ce roman va vous procurer des émotions très très fortes. Il est à découvrir d'urgence. J'ai ensuite lu Lait et miel de Rupicor. Il s'agit d'un recueil de poésie illustré par l'auteur elle-même. Cet ouvrage, j'en ai entendu parler partout pendant je ne sais combien de temps. Il a été encensé par la critique. Enfin, c'était vraiment le truc à lire cette année, enfin en 2017 en tout cas. Et malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Les textes sont incontestablement sublimes, je ne retire rien à l'auteur par rapport à ça. Malheureusement, le style ne m'a pas convenu, il s'agit en fait de petites poésies en prose avec la ponctuation qui est décalée. C'est pas du tout le style de poésie que j'apprécie lire. Les sujets abordés, en tout cas certains sujets abordés sont assez difficiles et j'ai pas réussi à m'identifier. À chaque fois que j'entends parler de cette œuvre et que quelqu'un en fait la critique sur Booktube ou sur un blog, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a forcément un poème auquel vous allez vous identifier parce que les sujets abordés sont tellement divers et variés qu'il y a forcément un moment où vous allez vous reconnaître dans ce que l'auteur raconte. Et ben non, ça n'a pas été mon cas. J'ai trouvé assez intelligent que l'auteur utilise la violence des mots pour dénoncer la violence des actes. Concernant les illustrations, je vous ai dit que l'auteur avait elle-même illustré son œuvre. Je trouve que les dessins sont assez flous, assez frénétiques. J'ai pas trouvé ça esthétique, en tout cas c'est pas du tout à mon goût. Après je comprends parfaitement que d'autres personnes puissent aimer ces illustrations. Après tout, chacun ses goûts. On ressent vraiment le besoin de l'auteur de raconter son histoire à travers son œuvre. Malheureusement, je n'ai pas réussi à ressentir l'émotion que j'attendais. Je vous parle maintenant de Elle a tellement changé, le tome 13 de la bande dessinée La Rose écarlate de Patricia Lifehoom. Étant donné que c'est le tome 13, je vais pas trop vous en dire, je vais juste vous raconter un petit peu l'histoire de base, mais alors vraiment de base. On va rencontrer une jeune fille qui est issue d'un milieu assez aisé, me semble-t-il. C'était il y a 13 tomes, alors je m'en souviens pas forcément. Qui a décidé de jouer un petit peu les Robins des Bois. Voilà, en gros, c'est ça. Elle va rencontrer un jeune homme, ils vont tomber amoureux. Lui aussi, de son côté, il est un peu
un peu justiciers comme ça, et voilà, ils vont se mettre ensemble. Et leur histoire évolue un petit peu au fil des tomes. Et donc là, on en est au tome 13 et c'est toujours aussi bien. Les illustrations sont incroyables, le scénario est plein d'action, d'humour et de romantisme. Je conseille cette BD à tout le monde, elle est excellente à tous les âges. Le tome 14 sortira en automne 2018. J'ai ensuite lu Pour qui tu te prends, le premier tome de la série Les Nombrils de Delaf et Maryse Dubuc. J'ai sélectionné cette bande dessinée parce que Tania de la chaîne Read, Listen, Feel en parle sans arrêt et promeut vraiment cette série qu'elle adore, et j'ai détesté cette bande dessinée. En fait, je l'ai pas vraiment détestée, je l'ai pas aimée, j'ai pas réussi à accrocher. Le personnage de Karine, donc la fille un petit peu normale, on va dire, la fille normale, pas les espèces de bimbos qui sont à côté, la fille vraiment normale, et son prétendant, ils sont assez mignons. Malheureusement, ces deux copines sont insupportables. Et le personnage principal, donc Karine, fait preuve d'une naïveté vraiment, vraiment agaçante. Dans cette bande dessinée, on va découvrir de la superficialité inimaginable, de la méchanceté gratuite. Il y a quand même une légère part de mystère avec le personnage masculin qui est adulé par les bimbos. On se demande pour quelle raison il porte un casque en permanence sur la tête. Est-ce qu'il est défiguré ou est-ce qu'il est simplement moche d'après les critères de beauté de cette bande dessinée et de la société en général, on va dire. Malgré cette petite part de mystère, je ne pense pas que je lirai la suite. J'ai ensuite lu le second tome de Coffee and Vanilla de Takara Akegami. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le tome 1 avait été un réel coup de cœur. Là, j'ai passé un très bon moment de lecture, mais l'enthousiasme est un petit peu retombé quand même. La relation entre les personnages principaux est toujours touchante et passionnée, mais il y a une certaine distance instaurée parce que le personnage féminin vous voit le personnage masculin, qui, rappelons-le, a 20 ans, je crois, de plus qu'elle. Ça instaure une distance qui est assez étrange. L'auteur intègre un nouveau personnage qui est un petit peu un faiseur de troubles, on va dire. C'est le genre de personnage que je déteste. Du coup, à voir si la suite continue à me plaire, ou me plaît plus en tout cas que ce tome 2 qui m'a plu, mais quand même beaucoup moins que le premier tome. Le tome 3 sort en France le 21 février. Pour l'instant, la série est en cours au Japon et il y a 7 tomes qui sont parus. J'ai ensuite lu Le Kraken qui avait mauvaise haleine, le 3e tome de la bande dessinée Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. C'était un excellent moment de lecture, cette série est absolument géniale. On va simplement rencontrer ici une jeune fille donc, qui s'appelle Enola et qui travaille avec un scientifique, je crois qu'il travaille dans un zoo, dans une sorte de réserve naturelle pour animaux extraordinaires. Donc je crois que dans les premiers tomes on va rencontrer une licorne, et je ne sais plus le personnage du premier tome, je crois. Je crois que la licorne c'est le second tome. En tout cas le tome 4 ce sera sur le Yeti. Les dessins sont sublimes et l'héroïne est adorable, déterminée, intelligente. Les créatures sont incroyables, l'histoire est touchante, drôle et presque pédagogique. On arriverait presque à croire qu'on peut très bien croiser une licorne ou un kraken au coin de la rue. C'est vraiment une série que j'adore et que je conseille à tout le monde. Elle est vraiment, vraiment sublime et très drôle et vraiment géniale tout simplement. J'ai ensuite lu Star à domicile, le 4e tome de la série Dad, réalisé par Nob. On va rencontrer ici un père de famille qui a 4 filles, me semble-t-il, de 4 mères différentes, et il est père célibataire, donc c'est à lui de gérer un petit peu le quotidien de tout le monde. C'est un acteur raté, on va dire, il a beaucoup de mal à trouver du travail, il n'est pas forcément très doué non plus dans ce qu'il fait. Les dessins sont sympas, c'est très très coloré et il y a de l'humour à presque chaque case. Le personnage principal du père est génial, drôle et maladroit, très maladroit. Il est fou de ses filles, il est surmené et surtout il n'hésite pas à coller la honte à sa progéniture. En parlant de ses filles, les 4 sont complètement différentes. Si je devais résumer par des clichés, je dirais qu'on a l'intello, on a la bimbo, on a la sportive et le bébé, donc la toute dernière, qui est vraiment vraiment ma préférée. J'ai ensuite lu le premier tome du manga Une vie au zoo de Saku Yamaura. D'après la couverture de ce manga et le thème qu'il allait aborder, je m'attendais à quelque chose de vraiment mignon et que je pensais pouvoir apprécier. Malheureusement, c'était pas une très très bonne lecture. Le scénario est original, c'est un super concept. Je pense que une majorité de personnes dans sa vie, à un moment de sa vie, a eu envie de travailler auprès des animaux. La preuve, c'est que la série télé sur France 4, je crois, Une saison au zoo, a fait un véritable carton. Malheureusement, le personnage principal est carrément neuneux, elle est pas du tout attachante et carrément inconsciente. Et le personnage principal masculin est antipathique et préfère faire du fric que prendre soin de ses animaux. Du coup, vous l'aurez compris, c'est même carrément pas du tout l'histoire que je m'attendais à lire.
je pense pas que je continuerai cette série. J'ai ensuite lu La Voix des Marches Sombres, le second tome de la bande dessinée Elana, d'après une histoire de Pierre Bottero et adapté par Lilian et Martin. C'était une excellente lecture comme pour le tome 1. Je suis malheureusement pas assez courageuse pour me lancer dans la série de romans, du coup la bande dessinée est une excellente alternative. Les dessins et les colorations sont sublimes, l'histoire est toujours incroyable. L'évolution du personnage principal est très intéressante, les décors sont somptueux, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'ai ensuite lu les 2 premiers tomes de la série Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta. Le pitch nous dit qu'on va rencontrer ici une jeune fille qui cache sa véritable identité, on va dire, derrière un masque, sa véritable personnalité derrière un masque, et qu'un jeune homme va découvrir son stratagème et va essayer de la forcer à enlever son masque pour se dévoiler et pour découvrir qui elle est réellement. J'ai été assez surprise parce que l'art est très présent dans cette histoire, ce qui me plaît beaucoup. Au final, la personnalité masquée du personnage principal passe au second plan, surtout dans le 2e tome. La relation entre les 2 personnages principaux est assez intéressante et il y a une dose de mystère qui est assez bien gérée concernant le garçon. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire pour en apprendre plus sur lui. Et je termine cette update lecture avec le premier tome du manga Love Hotel Princess de Emma Toyama. Autant vous le dire tout de suite, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire et je n'ai pas aimé ma lecture. Pour rappel, on va rencontrer ici une jeune fille qui vit dans un love hotel et elle doit essayer de garder ce secret par rapport à ses camarades. Malheureusement, elle va tomber sur un garçon de sa classe ou de son école, je ne sais plus, qui va découvrir son secret et qui va lui faire du chantage. Il va lui demander de le laisser habiter dans le love hotel avec elle, sinon il dévoile son secret. Je trouvais que le secret du lieu de vie de l'héroïne était suffisant comme intrigue. Malheureusement, l'auteur a ajouté une caractéristique physique à son personnage principal féminin qui m'a profondément dérangée parce que j'en voyais pas l'utilité en fait. L'un ou l'autre de ces secrets, c'était largement suffisant, pas les deux, parce que du coup, la caractéristique physique du personnage éclipse un peu le secret de son lieu de vie. J'ai pas acheté ce manga pour lire ça en fait, pour lire cette histoire. Du coup, j'ai été vraiment déçue par ce que j'ai lu. En plus, le personnage masculin n'est franchement pas sympa. Il cherche constamment à piéger l'héroïne, donc sa victime, en la faisant chanter et en la confrontant à des situations qui font que sa caractéristique physique peut se révéler. Alors, je vous laisse un peu de mystère, mais je veux pas vous dire vraiment ce que c'est que cette caractéristique physique. Parce que malgré tout, il faut la découvrir. Enfin, voilà, moi quand je l'ai découverte, comme je ne m'y attendais pas du tout, ça a vraiment été un choc. Malheureusement pas un choc dans le bon sens, mais si vous avez envie de le lire, je préfère pas vous dévoiler cette information. En tout cas, je ne lirai pas la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous en avez déjà lu certains et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!